Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies Deltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Aujourd'hui, on est fiers d'annoncer qu'on a logé 160 personnes. Oui, il faut reconnaître que notre modèle économique, on y réfléchit souvent. Je pense que ça m'a permis de revenir à l'essentiel et de me dire de quoi j'ai vraiment besoin. Bonjour et bienvenue dans Magnésium, le podcast de l'économie sociale et solidaire à Lyon, Grenoble et Saint-Étienne. Un podcast qui met du moi, du nous et des valeurs dans l'acte d'entreprendre. N'oubliez pas de vous abonner à Magnésium sur toutes les plateformes de podcast. C'est ce qui permet à ce projet de continuer à vivre. Vous nous écoutez sur Deezer, Spotify et YouTube, mais aussi sur les ondes radio de Lyon Demain via l'appli Lyon Demain. Si vous voulez nous aider à diffuser plus largement, c'est très simple, partagez ce podcast sur vos réseaux. Le magnésium, c'est ce petit élément minéral numéro atomique 12 qui est présent partout sur Terre, dans l'eau, dans l'univers, qui a un rôle essentiel dans toutes nos cellules à condition qu'il se combine avec d'autres éléments. Il se la joue collectif, le magnésium, et nous aussi. C'est ce que je vous propose dans cette série de podcasts qui commence aujourd'hui, une série de témoignages des acteurs de l'ESS. L'économie sociale et solidaire, pour être honnête, j'avais un peu l'impression qu'il y avait ceux qui en sont, qui ont les références, qui ont les contacts, qui sont passés par tel ou tel incubateur ou autre propulseur des envies de changer le monde, et ceux qui n'en sont pas, et qui pourtant partagent de la même manière cette envie de donner du sens et des valeurs à ce qu'ils font chaque jour. Au fond, l'ESS, je trouvais ça un peu élitiste quand on n'a pas décidé de tout foutre en l'air pour changer sa vie. Alors j'ai créé Magnésium pour faire connaissance avec les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, entendre leurs motivations, leurs astuces pour garder l'espoir, questionner leurs choix, partager leurs doutes aussi et découvrir leurs difficultés, leurs sacrifices. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers de l'habitat, du logement et du vivre ensemble. Je reçois Caroline Liby. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous avez créé Apartessence, c'est une agence immobilière, pas tout à fait comme les autres, une agence collaborative et socialement responsable. C'était en 2016. Vous mettez en relation des locataires sans CDI ni garant avec des propriétaires désireux de donner du sens à leur acte de louer. Alors vous avez une longue expérience dans le logement et de la gestion de patrimoine. Est-ce que c'est ancré dans un ADN, cet engagement ? Oui, complètement. En fait, moi, j'ai toujours fait de l'immobilier en sachant que je voulais le faire différemment, en ayant conscience que le logement, du coup, c'est quand même un des besoins fondamentaux, hein, et qu'on parle beaucoup de nourriture, mais sur le logement. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont en veille sur ce sujet-là, en ayant bien conscience que la crise dans laquelle nous sommes et qui est aussi à venir, du coup, risque d'avoir un impact sur l'immobilier. Mais c'est ancré dans votre ADN, vous avez été bercé dans le domaine du logement, je crois. C'est un de mes oncles et aussi mes grands-parents et arrière-grands-parents qui étaient dans le notariat et dans la gestion de patrimoine, en effet. Et du coup, qui m'ont amenée, alors petite, je devais sentir que voilà, j'avais des prédispositions pour aller sur ce terrain-là, mais en sachant vraiment que je voulais y mettre une patine différente. Donc pendant des années, je me suis un peu perçue comme un ovni. Et aujourd'hui, on va dire que je me sens complètement alignée puisque je peux mettre à profit toute mon expérience professionnelle pour pouvoir faire de l'immobilier différemment, de façon plus agile et de casser les silos qu'il y a entre les différents acteurs de l'immobilier. Il y a d'un côté tout ce qui est immobilier traditionnel avec une forte rentabilité et de l'autre côté le secteur social qui est décrié. Et en fait, il y a des belles choses des deux côtés et Apartessence, une de ses vocations, c'est de créer des ponts. Qu'est-ce que c'est qu'une agence immobilière socialement responsable alors ? Le terme socialement responsable, on est tout doucement en train de le remplacer par sociétalement responsable parce qu'en fait, à Apartessence, on n'est pas véritablement dans le social, dans le sens où le logement social, c'est du logement qui est conventionné. Nous, derrière, en fait, on veut accompagner des propriétaires qui ont envie de donner du sens à leur patrimoine dans une démarche de responsabilité en termes de consommation responsable. Et du coup, on accompagne ces propriétaires-là à dire, moi, j'ai acheté un bien. Alors souvent, les propriétaires l'achètent plein pot, il faut le reconnaître. Ils ont des remboursements de crédit qui sont importants. Et derrière, ils ont des niveaux de loyer qui doivent positionner. Ils ont cette conscience citoyenne, mais malheureusement, ils peuvent pas non plus être à perte. Donc nous, on les accompagne à pouvoir loger en priorité des personnes qui sont solvables en
insiste véritablement sur la partie solvable, qui n'ont pas besoin d'être accompagnés, contrairement au logement social et au logement accompagné dans les réseaux associatifs. Donc des profils de personnes qui sont justement des familles monoparentales qui sont stigmatisées, des créateurs d'entreprises, des personnes qui sont indépendants, des intermittents, des jeunes qui démarrent dans la vie, qui sont en CDD ou en CDI période d'essai, des personnes qui sont en mobilité et qui du coup sont aussi en CDD ou en CDI période d'essai alors qu'elles ont déjà une longue carrière professionnelle. Et donc ces personnes-là, quoi qu'on puisse en penser, elles sont perçues comme étant à risque dans le secteur traditionnel. Et donc nous, on est là pour ouvrir un regard en disant ces personnes-là ont bien conscience du coup qu'elles sont stigmatisées et elles ont vraiment l'envie de mettre en haut de leur budget le paiement du loyer. Donc ne vous inquiétez pas, le loyer sera payé. Et on crée du lien entre les propriétaires et les locataires. Le propriétaire est vraiment quelqu'un qui n'est pas passif. Il vient chez nous parce qu'il est dans une démarche active pour pouvoir rencontrer son locataire et faire le choix avec nous dans un cas de discrimination positive. Et Apartessence se présente comme garant ou tout est sur votre argumentation pour rassurer ces propriétaires? Quelle garantie vous leur apportez? Alors le premier niveau de confiance fait toute la différence. Nous, c'est vrai qu'on peut pas apporter une garantie sur nos fonds. Et puis on n'en aurait pas l'autorisation. Alors à Lyon, on parle de régie immobilière, mais de façon traditionnelle, d'administration de biens, c'est gérer du patrimoine pour le compte d'eux. Et donc du coup, on n'a pas la possibilité de se mettre, de sortir de nos fonds propres et de garantir le loyer. Par contre, là, du coup, c'est nourri de l'expérience, c'est qu'en créant de la confiance dès le démarrage, en investissant du temps dans ce temps entre propriétaires et locataires, où ils vont se rencontrer. Alors aujourd'hui, c'est des rencontres en visio, mais avant, c'était en présentiel. Et bien entendu, dès qu'on pourra, on recommencera les rencontres en présentiel. On sent bien que ça crée un lien qui permet véritablement de changer complètement la donne. Après, on met en place des filets de sécurité pour proposer des systèmes assurantiels adaptés à chaque situation des locataires. Il y a différents dispositifs qu'on propose en fonction du profil du locataire et des envies du propriétaire. Mais en tout cas, on n'a pas besoin de les utiliser parce que ce lien de confiance fait que, du coup, s'il y a un moment, il doit y avoir un retard de règlement ou il y a un incident, quoi que ce soit, on en parle et du coup, on trouve toujours des solutions. Et donc aujourd'hui, on est fiers d'annoncer qu'on a logé 160 personnes sur la métropole lyonnaise et à Paris et qu'on n'a aucun incident de paiement. Ou sinon, c'est du retard, c'est l'histoire de 15 jours et en fait, avec les propriétaires, on analyse tout ça de façon complètement intelligente et bienveillante. En fait, ailleurs, c'est industrialisé, c'est-à-dire qu'on appuie sur des boutons, il y a une garantie loyer impayé qui concerne tout le monde et on n'est pas attentif à la situation personnelle. Et nous, c'est vrai que comme on est vraiment dans la relation intuitu-personné, vraiment on crée ce lien, ça fait vraiment toute la différence. Comment vous faites pour créer ce lien justement? Vous vous mettez face à face, propriétaire et locataire, vous leur demandez de partager un moment intime? Le premier temps, déjà, il se fait au moment où le propriétaire, quand nous on le rencontre, il se parle. Le propriétaire va s'ouvrir et va nous expliquer que s'il vient à nous, c'est qu'il a aussi des fois une histoire personnelle où il a envie de soutenir un profil qu'on sait plus stigmatisé qu'un autre. Donc pour quelqu'un qui a une problématique avec la monoparentalité, on va essayer de diriger plutôt des profils monoparentaux. Quand c'est des personnes qui sont chefs d'entreprise, ils vont avoir plutôt envie d'aider des chefs d'entreprise en sachant très bien qu'au démarrage c'est compliqué. Donc le premier temps, il se fait au moment où le propriétaire déjà lui va s'ouvrir. Après, on va rencontrer les candidats. Il y a une analyse fine qui est faite des dossiers. Et puis, le propriétaire va participer à une sorte d'attribution du logement, dont on parle de commission d'attribution en réempruntant le terme qu'on trouve chez les bailleurs sociaux, où on rend la candidature complètement anonyme et asexuée. Et là, le propriétaire, il commence déjà à faire sa rencontre. Il se projette. Et puis, le véritable temps de rencontre, c'est quand le locataire... Alors, au démarrage, on le faisait au moment de la remise des clés, et ça faisait trop de choses. État des lieux, signature du bail, rencontre du propriétaire. Honnêtement, on savourait pas suffisamment ce temps qui est très précieux. Donc maintenant, on le fait grosso modo 1 à 2 mois après que le locataire soit dans le bien. Et du coup, le propriétaire et le locataire, ça se fait avec l'équipe. Du coup, il y a un temps d'échange qui est à peu près d'1 heure où en fait, chacun se raconte. Le propriétaire, il peut expliquer que ce bien, c'est un endroit où il a vécu lui-même. Ou s'il a fait le choix, c'est peut-être parce que plus tard, ça va lui servir pour payer sa retraite, pour X raisons. Et du coup, le locataire va se raconter aussi. Et c'est là où déjà cette démarche de rencontre se fait à plein. C'est des moments qui sont, en termes d'émotion, assez forts. Et puis après,
Chacun en fait ce qu'il souhaite. Il y a des propriétaires et des locataires après qui se rencontrent sans nous. Et puis il y a les temps forts aussi qui sont liés aux assemblées générales de copropriété où les locataires du coup reprennent la parole et nous font remonter ce qui dysfonctionne dans la copropriété, mais aussi ce qui fonctionne. Là, on est tout le temps en train de faire remonter ce qui ne va pas. Nous, on est plutôt là aussi pour dire voilà, ça c'est chouette. Pour le propriétaire, c'est extrêmement agréable de se dire j'ai un bien qui est extrêmement bien occupé, j'ai un locataire qui investit, qui a des bonnes relations de voisinage et du coup, je peux en faire part à l'assemblée générale de copropriété. Et vous avez une activité de syndic également? Pas encore, on a commencé à y réfléchir, donc ça sera une activité de syndic participatif, nourri de l'expérience du confinement où en fait on a des copropriétaires qui nous ont appelés un peu au secours en nous indiquant que voilà, ils avaient bien conscience que l'habitat était devenu aussi le lieu où on télétravaille, tout ça, et que c'est très important d'y être bien. Et donc on est en train de démarrer tout un processus pour pouvoir proposer une activité de syndic avec du plus qui sera ce vivre ensemble. On s'adresse aux habitants, quels qu'ils soient, propriétaires ou locataires. Alors, de créer davantage de services, de créer du lien entre locataires et propriétaires, ça prend du temps, ça demande du personnel, on l'imagine bien. Est-ce que vous diriez que votre agence, Caroline, est moins rentable qu'une agence traditionnelle? Clairement oui. C'est pour ça qu'on a mis les honoraires d'une agence qui fait de la gestion locative sont réglementés. Et donc nous, on est au maximum de la réglementation. Et nous, on revendique qu'on fait surtout pas du low cost. Alors on a la chance d'avoir des soutiens, notamment de BPI, qui nous a labellisé Fonds d'innovation sociale. On passe plus de temps qu'une agence traditionnelle, en effet, pour pouvoir effectuer cette mission. Mais ça fait partie de notre ADN, on en est fiers et l'équipe est ultra motivée. J'ai la chance d'avoir pu fédérer une équipe d'associés, de collaborateurs qui ont vraiment envie de donner le meilleur. Mais oui, il faut reconnaître que notre modèle économique, on y réfléchit souvent sur le positionnement des honoraires pour qu'ils soient acceptables pour le propriétaire, pour le locataire aussi, pour que du coup, nous, on puisse aussi être dans une démarche pérenne. C'est vrai qu'on va pas avoir le dynamisme d'une agence traditionnelle puisqu'en fait, la rentabilité n'est pas le but essentiel recherché. Justement, ces valeurs que vous défendez à travers Apartessence, comment elles s'expriment, au sein de l'agence? Vous avez, parlé rapidement de vos collaborateurs tout à l'heure, vous les dites engagés, contents de participer à Apartessence. Mais concrètement, comment les valeurs de solidarité, de logement pour tous se traduisent-elles, en termes de management, de gestion d'entreprise? Du coup, on est sur une dynamique où justement on n'est pas dans une structure pyramidale. Donc c'est vrai que chacun est autonome et du coup a le droit à l'erreur, à la bonne initiative. Donc ça c'est une richesse aussi, un terrain de jeu pour l'ensemble de l'équipe qui est très appréciable. On a beaucoup de temps d'échange en fait, où sur des situations, en fait, on peut avoir des réflexions théoriques, mais mises. C'est l'opérationnel du coup qui nous permet des fois de prendre un peu de recul sur la pratique et se dire tiens, comment est-ce qu'on peut faire pour se perfectionner au fur et à mesure. Donc souvent, on a des retours d'expérience en commun qui sont extrêmement riches pour se dire comment est-ce qu'on progresse, comment on positionne notre raison d'être. Donc on a des sessions entre nous où on retravaille véritablement les valeurs, qu'est-ce qu'on veut promouvoir. Et puis la grande richesse, c'est qu'on a créé un comité de gouvernance, donc qui est statutaire, mais du coup qu'on a co-construit avec les parties prenantes, les propriétaires et les locataires notamment, où en fait eux-mêmes participent au positionnement stratégique, aux valeurs d'Apartessence, et en fait très régulièrement, tous les 3-4 mois, on amène des sujets qui sont des cailloux dans la chaussure pour nous. Et en fait, on débat en toute transparence avec les propriétaires et les locataires, et on est dans une dynamique d'intelligence collective qui est juste incroyable. Vous pouvez nous donner des exemples, de sujets qui sont débattus dans ce comité? Et ben par exemple, on a des propriétaires qui sont extrêmement engagés, mais on s'était rendu compte à une petite période qu'on avait peut-être des locataires qui étaient peut-être un peu moins investis ou en tout cas qui se sentaient pas forcément en phase avec ça. Et donc du coup, au sein du comité de gouvernance, il y a un petit atelier qui s'est créé pour rédiger une charte co-construite donc par, mais pour aussi les propriétaires et les locataires, où on a gradué qu'est-ce que c'est qu'un propriétaire engagé, qu'est-ce que c'est qu'un locataire investi. On peut être juste à un tout petit niveau en disant ben voilà, je suis chez Apartessence, j'y suis pas par hasard. Et puis il y a celui qui est vraiment ultra militant, qui va vouloir s'engager, qui va être ambassadeur. C'est passionnant parce qu'après ça a donné une autre impulsion. C'est un document du coup qu'on a plaisir à présenter aux locataires qui s'apprêtent à rentrer sur le parc d'Apartessence pour leur dire
Est-ce que du coup vous êtes bien en phase avec ces valeurs-là? On vous demande pas d'être dans un militantisme de tous les jours, mais sachez que on vous demande d'avoir une sorte un petit bout d'éclairage citoyen. On attend de vous que vous ayez une démarche responsable. Et qu'est-ce qu'on attend de cette démarche responsable? Quand on a vu le confinement 1, on avait été beaucoup en échange téléphonique et en mise en relation entre propriétaires et locataires en fonction des besoins qu'ils avaient identifiés, dont ils avaient besoin qu'on puisse faire des temps de partage. Mmh. Vous êtes en SAS aujourd'hui, Caroline Libby, agréée ESUS. Pourquoi avoir choisi ce statut d'entreprise plutôt qu'un statut SCOP, par exemple, ou une forme, associative? Donc de 2016 à 2017, j'étais vraiment dans la réflexion chez un incubateur qui s'appelle Alter Incube et qui du coup est hébergé au niveau de l'Union régionale des SCOP. Donc j'ai vraiment été nourrie de cette patine d'une gouvernance très partagée. Mais il se trouve que je viens aussi du réseau associatif. Pendant à peu près 10 ans, j'ai œuvré dans des réseaux associatifs de mal logement. Habitat et humanisme notamment? Notamment, et j'étais en première ligne pour voir les difficultés qu'ont les réseaux associatifs pour avoir des subventions. Les réseaux associatifs de lutte contre mal logement, ils ont besoin de subventions parce qu'ils sont dans une démarche vraiment d'intérêt général. Et moi, je me suis refusée d'aller pomper, excusez-moi le terme, mais c'est vraiment ce terme-là qui me vient à l'esprit, d'aller pomper des subventions à ces structures qui en ont vraiment déjà besoin. Donc le plaidoyer, pour moi, c'était déjà de dire, montons une structure commerciale, parce qu'en fait, on n'est pas sur des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, on est juste sur de l'impact pour des personnes qui ont une difficulté à l'entrée. Voilà. Donc le choix, c'était plutôt d'être dans une structure commerciale. Après, bien entendu, ça aurait pu être une SIC ou une SCOP. Alors la SCOP, ce qui me dérange, c'est qu'en fait, je n'aurais réuni que des propriétaires ou que des locataires. Mais là, ça aurait été que des propriétaires. Et comme on est dans cette envie d'intelligence collective, on aurait pu être plutôt sur la partie SIC, qui implique qu'il y ait des collèges de propriétaires, de locataires et d'autres collèges à prévoir. Je vous cache pas que cette réflexion revient régulièrement sur la table, qu'on en parle beaucoup aussi au niveau du comité de gouvernance. Donc, en fait, Apartessence, c'est une SAS agréée ESUS avec un fonctionnement statutaire très, très spécifique, très innovant et très original, puisqu'en fait, j'ai proposé qu'il y ait des collèges au moment où j'ai démarré seule et après, à partir du moment où j'ai ouvert le capital, il y a des collèges qui se sont créés. Donc, on a un collège d'associés opérationnels. On est 3 associés opérationnels et un collège d'associés ambassadeurs. Et pourquoi pas demain créer d'autres collèges, en fait. On est déjà dans cette dynamique un peu de SIC sans aller jusqu'au bout. Et les associés ambassadeurs, qui sont-ils? Ce sont à la base soit des partenaires ou même des propriétaires qui du coup ont eu envie vraiment d'apporter leur contribution. Donc c'est des personnes qui nous aident à développer Apartessence, qui sont pas des associés dormants et qui vraiment nous ouvrent leurs portes, leur réseau, nous apportent aussi des liens avec des promoteurs, enfin, voilà, pour nous aider à nous développer. Alors on constate aujourd'hui assez souvent, Caroline, que dans l'ESS, on prend beaucoup en compte le collaborateur, on prend en compte l'impact environnemental et social de son activité, on s'occupe un peu moins de sa situation personnelle de créateur d'entreprise. Comment vous avez vécu, vous, ce parcours entrepreneurial, du portage de projet jusqu'à aujourd'hui, donc 4 années d'activité? Alors clairement, en fait, moi j'ai la chance du coup d'être en couple, seule. Honnêtement, ça aurait été très très complexe parce qu'en fait, j'ai accepté d'être à minima au niveau économique pendant de nombreuses années. C'est que depuis 2020 que je me suis repermise d'avoir un niveau convenable de salaire. Et je sais que tous les entrepreneurs sociaux, on en parle, on est tous dans cette situation en fait, à accepter d'être au minimum. Alors c'est sûr que on y passe tellement de temps que nous n'avons plus le temps de consommer de toute façon. Oui, ça a été pendant 3 ans une sorte de sacrifice, même si le terme me dérange, parce qu'en fait derrière je trouvais une véritable compensation et je savais que ça serait temporaire. Mais dans l'entrepreneuriat social, c'est un passage obligé. Et est-ce que vous pensez que c'est un passage nécessaire? Alors c'est une démarche qui est très personnelle, mais je pense que ça m'a permis de revenir à l'essentiel, en fait, et de me dire de quoi j'ai vraiment besoin. Et à partir du moment où j'avais de quoi me loger et me nourrir, et puis sachant qu'on a quand même 2 salaires, mais c'est vrai que c'est un choix de couple aussi de dire on accepte que pendant un moment, il y ait une vraie perte économique. Pour moi, oui, ça a été un passage un peu obligé. Un peu plus long que prévu, je dois l'admettre. Je pensais que je pourrais me sortir un salaire plus convenable un peu plus tôt. C'est un vrai sujet, hein, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on entend souvent des porteurs de projets aujourd'hui. Merci beaucoup, Caroline, pour cet échange. Pour terminer ce podcast, j'ai quelques questions très rapides à vous poser. Je vous demande une réponse la plus concise possible. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, on y va. Caroline Libby, votre pire contradiction d'acteur de l'ESS?
Et ben en fait, c'est que je continue à rouler avec un scooter et peut-être qu'un jour je passerai véritablement au vélo. Voilà, c'est ma petite contradiction. Je milite quand même pour un environnement durable et je suis très vigilante dans tous mes actes de consommation et de gestion des déchets, mais j'admets que je continue à polluer un tout petit peu avec mon scooter qui me permet d'aller un peu plus vite à des rendez-vous. Et si vous aviez un super pouvoir, ce serait lequel ? De pouvoir changer l'éducation nationale. Je pense que c'est la base de tout. C'est que demain, on a besoin d'avoir des citoyens beaucoup plus responsables et je ne suis pas convaincue que ce qu'on apprend à nos enfants à l'école les amène à pouvoir relever les défis de demain. Quelle est votre boule de cristal à vous ? Où est-ce que vous cherchez votre chemin ? C'est dans les réunions d'équipe qu'on a toutes les semaines, où on ose vraiment de parler de nos roses, nos épines, où on fait du nettoyage émotionnel par rapport à ce qu'on vivait. Et du coup, c'est vrai que ces temps d'échange qu'on a en équipe me permettent de voir un peu la tendance un peu sociétale. Et voilà, c'est une vraie boussole pour moi. Une personne qui aurait bouleversé votre parcours de vie, un guide spirituel ou réel ? Moi, Pierre Rabhi, franchement, on va dire que je me nourris beaucoup de ses citations, de son analyse. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a été un vrai déclencheur. Et enfin, un conseil lecture que vous souhaiteriez partager avec nous ? Je pense que le film Demain, pour moi aussi, a été quelque chose qui a été que j'ai souhaité pouvoir proposer à l'ensemble de mon entourage. Et puis j'ai un petit clin d'œil aussi. On a dans l'équipe Agathe qui a co-conçu le film Foutu pour Foutu. Et du coup, on en fait régulièrement la promotion. C'était il y a 1 an et voilà. Donc, je suis très fière de ce qu'elle a fait et je suis très fière qu'elle fasse partie de l'équipe d'Apartessence. Donc, spéciale dédicace pour Foutu pour Foutu. Merci beaucoup, Caroline. Merci à vous, Marilyn. Foutu pour Foutu, c'est un documentaire de 2019 de Agathe Bru et Romain Sanchez, en effet. Il a été tourné en partie à Lyon et Grenoble. Un film qui dure 1h10 environ. L'histoire de 2 jeunes de 25 ans qui sortent de leurs études supérieures et qui se trouvent, comme beaucoup, un peu paumés dans ce monde de transition, dans ce monde d'effondrement. Alors, ils partent à la rencontre de tout un tas de gens pour comprendre la situation écologique. Un film que je vous conseille, Foutu pour Foutu. Il est disponible gratuitement sur imagotv.fr. Voici un extrait. Les ressources vitales s'épuisent, la biodiversité s'effondre, certains nous prédisent une crise économique sans précédent, d'autres, un effondrement systémique de notre civilisation. Si on s'en tient au constat, on peut facilement se dire que c'est foutu. Alors, foutu pour foutu, on fait quoi ? On en profite à fond ? On finit de détruire ce qui tient encore ? On va au McDo 3 fois par jour ? Ouais, non. Ça ne ressemble pas trop. Mais si dans 10-20 ans, c'est foutu, est-ce que je suis OK avec ma vie actuelle ? Foutu pour foutu, on s'est dit que c'était peut-être le bon moment pour se questionner et d'aller voir des gens pour discuter de la situation. Ces gens, on leur a posé les questions qu'on se pose en permanence. Comment est-ce qu'on vit avec le sentiment que le monde qu'on connaît part en vrille ? Comment on agit face à ça ? Quel choix de vie on fait ? Il est temps de vous remercier de votre écoute. Retrouvez Magnésium avec Caroline Libby en replay sur liondemain.fr ou sur l'une de vos plateformes de podcast préférées, Deezer ou Spotify, ainsi que sur ma chaîne YouTube Marilyn en live. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Caroline Libby pourrait donner des ailes à d'autres porteurs de projets, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux et abonnez-vous. Merci, on se quitte avec un extrait du prochain Magnésium. On a bien compris maintenant que le plus important était d'accompagner le vieillissement des personnes et donc certaines personnes peuvent se sentir âgées très tôt et d'autres être au contraire très en forme jusqu'à très tard. Donc l'important c'est pas tant une question d'âge mais une question de fragilité qui apparaissent au cours d'existence. La mixité intergée c'est tout ça quoi. C'est faire en sorte qu'on ait des gens de tous les âges, toutes les conditions et de construire avec tout ce matériau humain des relations qui soient apaisées.